Il y a une chose que personne ne vous a dite sur ce couvent. Pas que les sœurs y vivaient dans la prière et le silence, pas qu'elles sont mortes là, la plupart d'entre elles, sans que personne ne vienne les chercher, non. La chose que personne ne vous a dite, c'est ce qu'elles gardaient. Et ce soir, je vais vous lire les notes de l'homme qui l'a découvert, à la seule condition que vous restiez éveillé jusqu'à la fin. Le dossier s'appelle Affaire Monteil. Il porte le nom d'un archiviste diocésain, un certain Édouard Monteil, mandaté en mars 1924 par l'évêché de Mende pour mettre de l'ordre dans les affaires temporelles du couvent de Sainte-Agnès de la Roche-Creuse, sur le plateau d'Écosse, dans le Massif central. La communauté venait d'être officiellement dissoute. Les 4 dernières religieuses avaient été transférées dans une maison mère à Millau. L'évêché voulait un inventaire des biens, une liste des dettes, un état des lieux. Ce que personne ne voulait, c'était ce que Monteil a fini par écrire. Le dossier a dormi dans les archives diocésaines pendant 70 ans. Il n'était pas classé sous rapport d'inventaire. Il était classé sous document à ne pas communiquer, dans une chemise cartonnée au fond d'une armoire en chêne que personne n'avait ouverte depuis longtemps. C'est une stagiaire qui l'a trouvé en 1994. Elle a alerté son responsable. Son responsable a lu les premières pages. Et il a posé le dossier. Il n'a pas dit pourquoi. La chemise est revenue dans l'armoire. C'est de là qu'elle vient ce soir. Édouard Monteil avait 41 ans en 1924. C'était un homme méthodique, ancien élève des Jésuites, qui avait passé sa carrière à mettre de l'ordre dans le désordre des autres. Succession en souffrance, testament contesté, inventaire de communautés religieuses dissoutes. Il avait l'écriture petite et régulière des gens qui ne gaspillent pas le papier. Et dans les premières pages de ses notes, on le voit tel qu'il était. Précis, un peu sec, professionnel. Il est arrivé à Sainte-Agnès un mardi de mars, en fin d'après-midi, après 2 heures de charrette depuis le village de Saint-Flour-de-Cosse, parce que la route n'allait pas plus loin. Le cocher avait refusé de l'attendre. Monteil note ça sans commentaire, dans la marge. Le cocher est parti sans que je lui demande. Le couvent se trouvait à 40 minutes au pied du bord de la route, sur un éperon calcaire que les gens du pays appelaient la Roche-Creuse. Monteil a fait le chemin à pied avec sa valise, dans un froid de fin d'hiver, par un sentier que la neige avait à moitié effacé. Il écrit que le plateau était silencieux d'une façon particulière. Pas le silence ordinaire des endroits vides, mais quelque chose qu'il décrit comme le silence des endroits qui attendent. Il l'écrit, puis il le barre, puis il le réécrit. Le bâtiment était intact. C'est la première chose qui l'a surpris. Il s'attendait à trouver un lieu délabré, abandonné depuis des semaines, avec les marques ordinaires du départ précipité, volets qui battent, cave ouverte, un jardin laissé à lui-même. Il a trouvé le contraire. Les volets étaient fermés avec soin, chaque loquet mis. La porte principale était verrouillée, mais la clé était dans l'enveloppe que l'évêché lui avait remise. Les allées du jardin avaient été balayées, et dans l'entrée, alignées sur une étagère basse près de la porte, il y avait 7 lampes à huile, toutes remplies à ras-bord, toutes prêtes à être allumées. 7 lampes pour 4 sœurs parties en hâte. Monteil note la chose, puis passe à autre chose. Il est là pour faire un inventaire, pas pour interpréter la décoration. Il trouve les pièces de vue en bon ordre, la chapelle propre, le réfectoire vide mais balayé. Il trouve la bibliothèque et ses maigres rayonnages. Il trouve le dortoir, 5 cellules alignées, dont l'une à la porte condamnée, pas fermée à clé, condamnée. Les gonds retirés et la porte elle-même clouée dans son cadre, au moyen de 4 longues pointes enfoncées en biais dans le bois. Quelqu'un a travaillé là avec sérieux et avec force. Il note la chose. Il demande à l'évêché, dans une lettre du lendemain matin, si on lui a signalé un incident dans cette cellule. On ne lui a rien signalé. C'est en descendant la chapelle le premier soir qu'il a trouvé le registre. Il était posé sur l'autel,
espace visible, comme laissé là exprès. Un grand livre relié en cuir brun, les bords des pages brunies par les années. Monteil l'a ouvert. Et les premières lignes lui ont appris l'histoire du couvent. Une communauté de Clarisses, fondée en 1761, sur un site bien plus ancien, dans une région où les gens du pays n'avaient jamais voulu construire parce que la roche en dessous sonnait creux quand on frappait le sol, et que le bruit que ça faisait n'était pas tout à fait le bon bruit. Les premières sœurs avaient trouvé, sous la dalle de l'autel, une excavation naturelle que le registre appelle la chambre basse. Elle l'avait fait murer. Monteil note ça avec l'économie d'un comptable. Chambre basse, murée à la fondation, 1762, maçonnerie intacte. Ce n'est qu'en tournant les pages, beaucoup plus loin, qu'il a compris ce que le registre était vraiment. Ce n'était pas un registre ordinaire. C'était un registre de garde. 2 pages par nuit, pendant 160 ans. Chaque entrée au même format. La date, le nom de la sœur de garde, la durée de sa garde, et dans la colonne de droite, une mention en 3 catégories. Nuit calme, présence ou incident. La grande majorité des entrées disaient nuit calme. Quelques-unes disaient présence. Et sur 160 ans, 6 entrées disaient incident. Monteil a commencé à lire à la lumière de sa lampe, debout devant l'autel. Il a lu pendant 3 heures. À l'aube, il est remonté dans sa cellule. Il a rallumé sa lampe. Elle s'était éteinte pendant la nuit, il ne sait pas comment. Et il a commencé à prendre des notes séparées, dans le carnet qu'il avait apporté pour l'inventaire, et qui allait devenir tout autre chose. Le système de garde fonctionnait ainsi. Chaque nuit, sans exception, une sœur restait éveillée dans la chapelle, avec une lampe allumée, et récitait l'office à voix basse, en continu, jusqu'à l'aube. Il n'existait aucun règlement écrit sur ce point. Aucune règle de l'ordre ne prescrivait cela. La pratique était née avec la communauté, transmise oralement de sœur en sœur. Et le registre de garde était le seul document qui en portait la trace. Ce que le registre ne disait pas directement, mais que Monteil a reconstitué sur plusieurs entrées, c'est pourquoi. La chambre basse, sous la dalle, avait été murée en 1762. Mais le mur n'avait pas suffi. Les premières entrées du registre, celles de 1763 et 1764, sont les plus explicites. Une sœur du nom d'Honorine écrit, de sa plume appliquée, que la chose qui vit sous la dalle ne peut pas supporter la lumière et ne peut pas endurer la prière. Elle écrit que les nuits où personne ne veillait, quand la communauté avait tenté d'abandonner la pratique pour la première fois, quelque chose dans la chambre basse avait commencé à se souvenir du chemin. Elle n'explique pas ce qu'elle entend par là. Ce sont les entrées incidents qui l'expliquent. Monteil a transcrit les 6 entrées incidents, mot pour mot dans son carnet. Je vais vous en lire 3, les 3 qui comptent. Nuit du 14 au 15 janvier 1779. Sœur Marceline de garde. Lampe éteinte par le gel. Pierre à feu et amadou trop humides pour rallumer. Veille interrompue pour une durée estimée d'1 quart d'heure. Au matin, la cellule de sœur Bénédicte était vide. La porte était fermée de l'intérieur au verrou. Il n'y avait aucune fenêtre dans cette cellule. Nous avons prié pour elle. Nous avons condamné la cellule. Nous avons repris la garde la nuit suivante. Rien d'autre. Pas de corps, pas d'explication. La cellule condamnée, la garde reprise. Nuit du 3 au 4 février 1811. Sœur Thècle, de garde. Prise de fièvre en milieu de nuit. A cessé de prier sans s'en rendre compte. S'est endormie assise sur son banc. Durée estimée, le temps d'une prière. Au petit matin, sœur Annonciade a trouvé sa cellule vide.
La porte était intacte. Le lit n'avait pas été défait. Il n'y avait aucun signe de lutte. La chambre basse a été inspectée le lendemain à la lumière du jour. La maçonnerie tient. Monteil souligne cette phrase 2 fois. Et la troisième entrée, la dernière incident, datait de l'hiver 1902. Nuit du 21 au 22 décembre. Nuit la plus longue de l'année. Sœur Philomène était de garde. Au matin, elle était à sa place dans la chapelle, les mains posées sur son livre, les yeux ouverts. Elle respirait. Elle n'a plus jamais parlé depuis cette nuit. Elle ne dort plus. Elle regarde les murs. Nous avons réuni toutes les lampes dans sa cellule. Cela ne semble pas l'aider. Nous avons décidé que désormais, 2 sœurs monteront la garde ensemble, jamais une seule. La nuit la plus longue ne doit plus jamais être tenue par une sœur seule. Monteil relit cette entrée plusieurs fois. Il la recopie dans son carnet. Puis il écrit, entre parenthèses, de sa petite écriture régulière. La sœur Philomène est morte en 1919. Elle n'avait pas dormi depuis 17 ans. Le médecin de Saint-Flour-de-Causse n'a pas trouvé d'explication. Elle est enterrée dans le jardin. J'ai vu la tombe. À ce stade du dossier, l'écriture de Monteil change. Pas brutalement, progressivement. Les premières pages étaient nettes, verticales, chaque lettre bien séparée. À partir de la 4e nuit dans le couvent, les lignes commencent à dériver, légèrement. Certains mots sont écrits 2 fois. Il y a des passages barrés, puis réécrits à l'identique, comme s'il avait effacé quelque chose et n'avait pas trouvé de meilleure formulation. Il commence à noter les heures. 3h17. Le froid revient par le sol. 3h41. La lampe baisse. Huile vérifiée, pleine. 4h02. Quelque chose dans le couloir. Pas de bruit. Une absence de bruit différente. Il ne descend plus dans la chapelle après la tombée de la nuit. Il reste dans sa cellule avec sa lampe et ses carnets. Il travaille. Il fait l'inventaire de ce qu'on lui a demandé, méthodiquement, 2 jours. Et la nuit, il reste assis dans la lumière et il écrit. Il écrit comme on parle à voix haute dans une maison vide. La 5e nuit, il écrit ceci. Je dois expliquer quelque chose que je n'arrive pas à mettre dans un rapport officiel. J'ai compris pourquoi les sœurs veillaient. Pas de façon abstraite, je l'ai compris dans mon corps, à 3h du matin, assis sur ma chaise avec une lampe en main et un courant d'air froid qui venait de nulle part. Ce n'est pas la peur de quelque chose qui viendrait de l'extérieur. Ce n'est pas la peur d'une présence qui entrerait. C'est autre chose. C'est la sensation que le sol sous mes pieds est bien plus mince qu'il ne devrait l'être. Et que quelque chose de l'autre côté de ce sol sait que je suis là. Et attend. Attend quoi ? Attend que je ferme les yeux. Il s'arrête et recommence. Je ne crois pas au surnaturel. Je ne l'ai jamais cru. Ce que je crois en ce moment, à 5h du matin sur le plateau d'Écosse, c'est que quelque chose est sous cette chapelle depuis beaucoup plus longtemps que ce couvent. Depuis plus longtemps que le christianisme dans cette région. Depuis plus longtemps, peut-être, que les gens qui ont eu un jour donné un nom à ce plateau. Et ce quelque chose ne peut pas supporter la lumière. Il ne peut pas endurer la prière. Et il attend les dormeurs. La 6e nuit, Monteil n'a pas dormi. Pas parce qu'il avait peur, écrit-il. Parce qu'il avait compris quelque chose que les sœurs savaient depuis 160 ans, et qu'elles n'avaient jamais eu besoin d'écrire, parce que ça se transmettait autrement. Par les visages, par les yeux, par la façon dont une religieuse ancienne pouvait regarder une novice arriver la veille et lui faire comprendre sans un mot que la règle du couvent n'était pas dans les livres. La règle du couvent, c'était ça. La nuit, tu ne dors pas, tu pries, tu tiens la lampe allumée, et tu ne laisses pas le silence s'installer. Parce que le silence, c'est ce qu'il écoute. Et quand il n'entend plus rien, quand la lumière s'éteint et que la voix se tait
et que la respiration devient plus régulière et profonde, alors il sait qu'il y a quelqu'un d'endormi dans le bâtiment. Et il remonte. Le 7e jour, Monteil a demandé à rencontrer les 4 sœurs transférées à Millau. L'évêché a refusé. Les sœurs étaient en convalescence. Elles n'étaient pas en état de recevoir des visites. Il a insisté. On lui a accordé 10 minutes avec la plus ancienne, une femme de 78 ans prénommée Constance, qui était au couvent depuis 50 ans et en avait été la dernière gardienne de la règle. Elle était assise dans un fauteuil dans une petite pièce lumineuse de la maison mère, les mains posées sur les genoux. Et Monteil écrit qu'elle avait l'air de quelqu'un qui avait appris à se tenir très tranquille, comme on apprend une posture après une blessure. Il lui a posé des questions sur le registre. Elle l'a laissé parler. Puis elle a demandé, d'une voix parfaitement calme, s'il avait bien dormi depuis son arrivée au couvent. Monteil n'a pas répondu tout de suite. Elle a dit « Vous n'avez pas eu à choisir. Vous étiez là 1 semaine. Vous saviez que vous repartiriez. Nous, on a choisi de rester. Parce que celles qui sont parties, les 2, 3 qui ont essayé au fil des années, on a eu de leurs nouvelles. Pas longtemps. Mais on en a eu. » Elle s'est arrêtée, puis elle a repris. La chose sous la dalle n'a pas besoin de la dalle. La dalle, c'est juste où elle vit. Le chemin, c'est le sommeil. Et le sommeil, vous l'emportez avec vous partout où vous allez. Monteil écrit qu'à ce moment-là, la vieille sœur l'a regardé avec quelque chose dans les yeux qu'il ne savait pas nommer. Pas de la pitié. Quelque chose de plus précis que ça. Quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Il est reparti le lendemain. Il a pris la charrette jusqu'à Saint-Flour-de-Causse, le train jusqu'à Mende, et il a retrouvé son appartement, ses livres, sa fenêtre donnant sur la rue. Il a passé 2 semaines à rédiger son rapport d'inventaire. Propre, détaillé, professionnel. Il y recense les biens mobiliers, l'état du bâtiment, les dettes, les créances. Il recommande la mise en vente du site. Il ne dit pas un mot sur ce qu'il a trouvé dans le registre. Mais son carnet, lui, continue. Les entrées de mai 1924, depuis Mende, sont courtes. 1 ligne, parfois 2. Les heures notées, toujours. 2h44, froid sous les pieds. 3h18, lampe vérifiée. 4h05. Il m'a fallu me lever et marcher pour rester réveillé. Ce n'est pas une chambre basse sous la chapelle d'Écosse. C'est son appartement de Mende, 2e étage, rue du Faubourg Montbel. Et le froid vient de sous le parquet. Il écrit, à la date du 14 juin 1924, « Constance avait raison. Ce n'est pas le lieu. Ce n'est pas la dalle, pas la roche creuse, pas le plateau. C'est ce que j'ai rapporté avec moi sans le savoir. Je ne sais pas si c'est vrai au sens strict. Je ne sais pas si c'est une contamination, une conviction, ou si ce que j'ai vu dans ce registre a simplement changé quelque chose dans ma façon d'être éveillé la nuit. Mais je ne peux plus m'endormir sans lumière. Et les nuits où j'essaie, à 3 heures du matin, la lampe s'éteint, toute seule. Et je m'assois dans le noir, et je n'entends rien. Et l'absence de ce son est exactement comme celle du couvent. Je me remets à prier. Je n'ai pas prié depuis l'âge de 20 ans. Mais je prie, et ça aide. Et je ne suis pas en position de me demander pourquoi. La dernière entrée du carnet de Monteil est datée du 3 août 1924. Ce n'est pas une entrée longue, c'est 4 lignes. J'ai fini par dormir cette nuit, vraiment dormi, plusieurs heures, sans lampe. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je me suis couché et je n'ai plus eu peur, et je me suis endormi. Ce matin, tout allait bien. La lampe était éteinte. Ce soir, je la rallume. Après ça, rien. Le carnet s'arrête. Le dossier Monteil contient autre chose, tout au fond. Glissé entre le carnet et la chemise cartonnée. Une lettre, non datée, non signée,
rédigée sur le papier en tête de la maison mère de Millau. Elle est courte. Elle dit que la sœur Constance demande à ce qu'on transmette au diocèse de Mende une question simple. L'archiviste Édouard Monteil garde-t-il toujours sa lampe allumée la nuit? Il n'y a pas de réponse dans le dossier. Le couvent de Sainte-Agnès de la Roche-Creuse existe toujours. Je veux dire par là, le bâtiment est debout. Les murs calcaires tiennent bien dans le froid du plateau. La porte n'a jamais été vendue. L'évêché a gardé la propriété, sans l'entretenir vraiment, sans jamais l'abandonner non plus. Les randonneurs qui passent par là en été voient un bâtiment fermé, volet clos, jardin envahi, rien de particulier. Sauf une chose que plusieurs personnes ont notée. Des années différentes, sans se connaître. Dans les registres de la maison mère des Clarisses et dans 2 lettres adressées au diocèse que j'ai lues moi-même. Sur l'une des fenêtres du bâtiment, la fenêtre de la chapelle côté est, la lumière ne s'est jamais éteinte complètement. Pas une lumière électrique, pas une lampe de chantier. Quelque chose de plus petit, de plus tremblant. Une lueur qui change légèrement selon les nuits, selon le vent, selon quelque chose que personne ne peut nommer. Les gens du village de Saint-Flour-de-Causse, les plus vieux, ceux qui connaissent encore l'histoire du couvent, ont une façon d'en parler à voix basse. Ils disent que la gare n'a pas été abandonnée. Ils disent que les sœurs ne sont peut-être pas toutes parties. Et quand vous leur demandez ce qu'ils entendent par là, ils regardent vers le plateau. Et ils ne répondent pas. Je vais vous laisser avec la seule question que je n'arrive pas à résoudre. Monteil est reparti le 15 mars 1924. Son carnet s'arrête le 3 août de la même année. 5 mois. Personne dans les archives de l'évêché n'a de traces de lui après cette date. Pas de rapport complémentaire. Pas de demande de règlement de frais. Pas de lettres. Il n'y a pas non plus de traces de décès dans les registres d'état civil de Mende pour les années 1924 et 1925. Juste une absence. Comme une cellule vide au matin. Comme une porte fermée de l'intérieur. Comme une lampe éteinte que personne n'a éteinte. La sœur Constance a posé la question en août 1924. Est-ce qu'il garde encore sa lampe allumée la nuit? La réponse n'est pas dans le dossier. Mais la façon dont la question a été posée, le ton, le moment, le fait qu'elle ait pris la peine d'écrire, me donne l'impression que Constance connaissait déjà la réponse, et que la réponse n'était pas celle qu'elle espérait. Ce soir, si vous pouvez, laissez une lumière allumée. Pas pour moi, pour lui. Si cette histoire t'a plu, pense à t'abonner, à liker ou à laisser un commentaire. De nouvelles histoires arrivent. Et surtout, ne ferme pas les yeux.